Et donc, nous allons tenir la dernière séquence de la journée avec donc Elisabeth pour le juridique, Nicolas Aline pour tout ce qui est IA, intelligence artificielle. Et tu veux dire? Ah, je savais pas. Et Yacine Chekchou pour un point vente HLM et accession. Bonjour à tous. Donc, comme il était prévu un point juridique, en sachant que je vais revenir sur des choses qui ont été déjà dites et les compléter, mon intervention va se porter sur deux sujets, l'ECUS et le projet de loi de finances 2026. Donc, sur les CUS, comme l'a évoqué Johan Lacorte, il y a un projet de loi de simplification qui a été adopté le 15 octobre. Au niveau du processus, donc, il a été adopté en lecture définitive. Il y a un délai de 15 jours pour promulguer une loi. Et dans ce délai de 15 jours, il y a possibilité de saisir le Conseil constitutionnel. Donc on est dans ce délai de 15 jours qui expire le 30 octobre. A priori, il devrait y avoir une saisine du Conseil constitutionnel sur certaines de ces dispositions. Une fois que le Conseil constitutionnel est saisi, il y a un délai de 30 jours pour qu'il rende sa décision. Donc ce projet de loi devrait être définitivement promulgué au mieux début décembre. Et comme il a été indiqué tout à l'heure, il y a le dispositif des CUS. Donc Johan Lacorte a expliqué les nouvelles CUS, les simplifications qui sont apportées au dispositif. Ce qui est important également dans l'article qui concerne les CUS, c'est un dispositif de prolongation des CUS en cours, parce qu'aujourd'hui on a un vide juridique. Beaucoup de CUS ont expiré, certains ont expiré au 30 décembre 2024 et beaucoup ont expiré au 30 juin 2025. Donc on se pose la question sur les plans de vente, les autorisations de vente qui sont dans ce plan de vente, comment ça se passe. Donc l'article de la loi prévoit la prolongation des CUS avec les plans de vente qui sont associés, mais entre ce temps-là, aujourd'hui, il y a un vide juridique. Et pour combler ce vide juridique, la DHUP a envoyé une instruction au préfet pour envisager le dispositif en deux temps. Pour les ventes de logements qui seraient dans les plans de vente, il est demandé au préfet d'accorder des autorisations ad hoc. Donc il faut ressolliciter le préfet, mais il lui a été demandé, à partir du moment où l'autorisation est dans le plan de vente, de bien vérifier ce point-là et d'accorder l'autorisation. Et si vous souhaitez vendre des biens qui ne sont pas dans le plan de vente, dans ce cas-là, il faut passer par le processus qui est dans le Code de la construction d'habitation avec la demande faite au préfet qui va instruire la demande et demander l'avis du maire, avec la possibilité pour le maire qui est dans une commune qui est en déficit de logements sociaux de s'opposer à la vente. Donc voilà un petit rappel du dispositif. Et on vous avait transmis en juin une étude qu'on avait fait réaliser par un avocat parce qu'on nous avait demandé s'il était possible de faire des avenants au CUS pour modifier les plans de vente. Donc, vous devez avoir la consultation et si vous ne l'avez pas, on pourra vous la renvoyer. Il concluait qu'au vu des textes qu'il a analysés, qu'il est tout à fait possible de faire un avenant pour modifier le plan de vente. Mais pour faire un avenant, il faut repartir pour qu'il soit valable dans les mêmes consultations que lorsque vous faites une CUS, donc avec les consultations des partenaires pour pouvoir valider l'avenant. Donc voilà le petit point qu'on voulait vous faire sur les CUS, et pour le reste, Johan Lacorte l'a expliqué. Et sur le PLF 2026, donc là, Valérie en a parlé ce matin, et d'autres interlocuteurs, M. Pachet tout à l'heure également, et M. Lacorte est revenu. Donc je ne vais pas rentrer dans tout le détail, juste pour vous dire qu'il est en cours d'examen en commission. Il y a 1800 amendements. Ils en sont à l'article 12. Donc, pour le moment, c'est en cours d'examen. Comment ça se passe pour les lois de finances? Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une procédure particulière. Ce n'est pas comme les autres lois. La commission vote une première fois. Et ce qui est adopté en commission doit être revoté en séance publique. Donc, la séance publique est prévue à compter de vendredi prochain. Et normalement, il devrait y avoir un vote le 4 novembre pour la première partie, qui est la partie recettes.
Et ensuite, la deuxième partie sera examinée dans la foulée, avec une fin d'examen qui est prévue le 23 novembre à l'Assemblée, en sachant qu'après, chaque partie part au Sénat. Et pour que la loi de finances soit... il y a des délais très stricts à respecter, il faut absolument qu'elle soit promulguée avant le 31 décembre. Et tout ça, bien sûr, c'est sous réserve que le gouvernement vive d'ici là. Donc sur le texte initial qui a été déposé, effectivement, il y a ce qui a été rappelé, il n'y a rien sur la RLS, il n'y a pas les dispositifs dont on a pu bénéficier. Donc ça veut dire sauf à ce qu'il y ait des amendements qui soient adoptés, comme ça a été le cas les précédentes années, pour baisser le montant de la RLS ou pour modifier les prélèvements du FNAP, on est sur le dispositif à droit constant. Ce qu'il contient aujourd'hui à date, c'est la non-revalorisation des APL, avec effectivement le risque qui peut être amené sur peut-être un vote des blocages des loyers qui serait proposé en miroir. Aujourd'hui, il n'y a rien, mais on ne sait pas comment ça peut se passer. Un recentrage de ma prime rénov et une modification du calendrier de l'ANRU, plus après la baisse des crédits. Donc, on porte des amendements en lien avec l'USH sur ce projet de loi et sur la première partie, des amendements qu'on suit mais qui ne sont pas encore examinés parce que l'amendement dont je vais vous parler, c'est un amendement qui va se situer à l'article 25. Donc, aujourd'hui, je viens de vérifier, ils en sont à l'article 12. Donc, peut-être qu'il sera adopté ce soir ou peut-être demain. C'est un amendement qui est très important pour nous, c'est la prolongation de la durée d'application de l'exo-TFPB de 25 ans. Pour certaines opérations, parce que cette exonération de TFPB doit normalement expirer en 2026. Donc on souhaite que l'amendement soit adopté cette année pour le prolonger de 2 ans, pour ne pas se retrouver l'année prochaine avec une incertitude. Après, dans les amendements qui sont portés, on a les amendements traditionnels sollicitant la baisse de la TVA 5,5 sur toutes les opérations, et également la prolongation de l'exonération de plus-value lorsque les particuliers vendent des biens pour la construction de logements sociaux. Et dans ce qui a été adopté, là, j'ai regardé tout à l'heure, il y a eu la partie Outre-mer qui a été examinée. Et donc, il y a un amendement qui a été adopté pour permettre aux organismes HLM ultramarins de bénéficier du crédit d'impôt pour la création d'EHPAD. C'est des choses qu'ils ne pouvaient pas avoir précédemment. Donc voilà, la seule nouveauté dont je peux vous parler à date, en sachant qu'on vous fera, comme d'habitude, un point à chaque étape. Donc, quand la première partie sera adoptée, quand la deuxième partie sera adoptée, en fonction de l'Assemblée du Sénat, et puis des amendements qu'on pourrait identifier. Voilà. Bonjour à tous. Alors, en une slide, je vais vous parler du partenariat qui est à mi-chemin entre le numérique et le pôle RH de la Fédération. C'est un partenariat stratégique qui a été signé sur le stand de la Fédération des ESH lors du congrès HLM avec Mister IA. Je ne sais pas à quel point vous êtes mature sur l'IA et l'intégration de l'IA générative dans l'entreprise. À la Fédération des ESH, on a fait le constat qu'il fallait mettre en place des webinaires réguliers, segmentés par métier, pour montrer comment intégrer concrètement l'IA générative dans les métiers. Donc on va commencer début novembre avec 4 webinaires qui seront d'abord pour les DSI, les DRH, parce que ça va être les 2 pôles qui vont déployer soit d'un point de vue informatique, soit d'un point de vue RH, l'IA dans l'entreprise. Et ensuite, on fera aussi un webinaire sur la vente HLM, le juridique. Donc ça sera pour la première session qui aura lieu du 3 au 6 novembre 2025. Et on aura bien sûr d'autres semaines ESHIA, plutôt en 2026, pareil, qui seront tout au long de la semaine, pendant 1 heure, normalement de 14h à 15h, et on ciblera d'autres profils de métiers, et bien sûr on passera par les DAF et les métiers financiers. Donc l'inscription est évidemment sans frais, comme toutes les choses qu'on fait à la Fédération. Vous avez le lien ici. Si vous avez des problèmes à le voir, n'hésitez pas à me contacter. Et il y a un deuxième
Une deuxième chose qui avait été conclue dans ce partenariat stratégique, c'était la possibilité de faire intervenir Mister IA aussi sans frais auprès de vos comités de direction pour présenter l'impact de l'IA générative dans les métiers. Voilà. Donc tout ce partenariat stratégique va nous permettre d'avoir un point de vue à peu près global de comment intégrer l'IA par la fédération, pour la fédération des ESH et aussi pour sa branche. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Nicolas. Donc, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le bilan à mi-année 2025 de l'accession sociale à la propriété des ESH, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien. Donc, je vais commencer par l'accession sociale à la propriété, la vente dans le neuf. L'année 2023 a été une année très compliquée pour l'accession sociale, avec une forte baisse des mises en chantier autour de 25%. Cette baisse s'explique essentiellement par, je dirais, la hausse de coûts de construction et la hausse de taux d'intérêt qui fragilisent l'équilibre financier des opérations et la marge nette accession. En 2024, on observe qu'il y a une hausse importante au niveau des ordres de service, une amélioration de 24% qui s'explique essentiellement par le dynamisme du BRS, dont les ordres de service, les OS, voilà, ont été triplés en 3 ans. En 3 ans. On est passé de 410 à 1200 en 2024. En 2025, on observe un nouveau recul lié à des OS qui sont en cours de construction. La vente dans le neuf nettement reculé durant ces 3 dernières années. On observe que la vente de logements PCLA et VFA a connu une forte baisse, tandis que la vente dans le BRS continue d'évoluer favorablement. Je dirais que la situation s'est progressivement améliorée grâce à l'entrée en vigueur, voilà, l'extension du PTZ dans le neuf. Avec cette reprise, on espère un atterrissage à 2700, 2800 ventes en 2025. S'agissant maintenant de l'activité de la vente dans l'ancien, la vente HLM, on observe qu'il y a une hausse de 17% au premier semestre 2025 par rapport au premier semestre 2024. Cette hausse s'explique essentiellement par un effet de rattrapage, car le premier semestre 2024 a été très compliqué pour la vente HLM. Si l'on compare avec le premier semestre 2023, on observe que cette activité est encore en retrait avec une baisse de 3%. Ce que l'on observe également, c'est que on a vendu beaucoup plus aux ménages du parc social, de l'ordre de 32% cette année. Et cette hausse s'explique essentiellement par la baisse des taux d'intérêt et par les actions menées par les ESH pour accompagner les locataires dans leur parcours résidentiel. Ce que l'on observe également, c'est que le prix de vente moyen au premier semestre 2025 s'établit à 130 € par logement, et par zone, il est entre 100 € en zone B2 à 175 € par la zone A. Il est en progression de 6% par rapport au premier semestre 2024, mais ce qui s'explique par le nombre de ventes et les lits vendus au premier semestre. Une étude en cours a montré qu'il y a, sur la performance des ESH sur les 4 dernières années, montre qu'il y a 28 ESH qui ne participent pas à la vente à personnes physiques, voilà, qui n'ont réalisé aucune vente durant ces 4 dernières années. 94 ESH, soit 55%, gardent le même niveau de vente, le même pourcentage de vente durant ces 4 dernières années. 36 ESH ont vu leur activité à la baisse et seulement 13 ESH qui ont vu leur activité en hausse. Ceci montre que l'activité de la vente à personnes physiques reste très compliquée et c'est difficile pour les ESH de développer cette activité malgré les enjeux liés au parcours résidentiel. Si on prend en compte les répondants et non-répondants, nous avons eu une hausse de 17% à fin juin. Du coup, à fin août, on est à plus 12%. Et on estime un atterrissage à 7100 ventes d'ici la fin d'année, marquant ainsi une augmentation de seulement 4% en 2025 par rapport à 2024. Un petit mot sur les commerces vacants.
on observe sur l'enquête d'activité que nous avons chaque année 15% des surfaces vacantes, cette part qui augmente légèrement chaque année. Cela représente à peu près 340 000 mètres carrés de locaux commerciaux vacants, qui est un petit peu important pour nous. Et le mot que je voulais dire, c'est que le fait de dynamiser les locaux vacants, pour moi, ça améliore la valeur des actifs, redynamise les quartiers et soutient indirectement la vente HLM, dans le cadre de donner envie à acheter. Et du coup, je vais faire une belle transition avec mon prochain webinaire sur la vente HLM qui aura lieu ce jeudi. Du coup, c'est les locaux commerciaux levier inattendu de la vente HLM. Du coup, les inscriptions sont toujours ouvertes, si vous souhaitiez. Et pour les personnes qui sont intéressées par la vente HLM, je vous informe que nous sommes en train de préparer encore un atelier vente HLM le 19 novembre à 11h au stand de la Fédération des ESH dans le cadre du Congrès des maires. Et nous avons créé un groupe Teams vente HLM pour échanger rapidement entre nous, entre les directeurs vente, responsables vente et autres, sur les enjeux de la vente HLM. Et merci pour votre attention. Bien, merci beaucoup. J'ai peut-être une toute dernière diapo. Oui, donc juste un petit rappel sur Visial. Donc il y a 4 dates qui sont prévues. Je ne pouvais pas finir sans parler de Visial. Donc n'hésitez pas à venir participer à ces 4 dates. Oui, bon, il y a un petit souci de titre. Voilà, écoutez, il n'y a plus qu'à demander peut-être à Philippe le mot de la fin. Et je suis ravie parce qu'on a tenu le délai.